coup, oui, quand tu composes, quand même, donc tu dis que tu accordes plus d'importance donc, au texte, mais dans le texte, il y a quand même cette... quand tu écris une chanson, tu te poses quand même la question du rythme, Oui. de l'air, quel moment utiliser. Quand je dis que je place plus d'importance dans le texte, c'est évidemment que la mélodie et l'enchaînement des accords est tout aussi important, puisque c'est ça qui fait une chanson. Par contre, sur une belle mélodie, on peut écrire des mots complètement pourris et ça peut faire une bonne chanson. Un bon texte qui aurait une mélodie moins bonne, on se dira quand même, tiens, il est peut-être pas allé au bout, mais la chanson est quand même pas mal. Donc c'est là-dessus que je priorise effectivement le texte. Et après, il y a toute la question des arrangements derrière. C'est-à-dire que quand on fait un disque, on ne fait pas des disques avec simplement sa guitare et sa voix. On a une réflexion sur tout l'habillage musical derrière. Et c'est là qu'on a le droit de dire, donc on travaille avec ce qu'on appelle un réalisateur de disque, quelqu'un qui va nous aider à enregistrer les chansons, nous suggérer des arrangements, est-ce qu'on fout de la trompette sur telle ou telle chanson. Et c'est là qu'on peut arriver en disant, attendez, moi ce qui m'importe c'est qu'à la fin, on entende bien ma voix et que les gens se disent là, enfin, c'est mon cas en tout cas moi, et c'est pas la même logique pour les autres, mais forcément, mais je veux avoir entendu du texte. Et je veux que le texte m'arrive tout de suite à la tronche, que j'ai pas besoin d'écouter 5 fois la chanson pour comprendre tel mot ou tel mot. Donc ça c'est dans tout le travail d'arrangement que... Ouais. Non, pardon, Ah non, pardon, je vois pas. Mais effectivement, et ça ce sont des enjeux sur les arrangements, c'est des enjeux intéressants parce qu'encore une fois, on est les seuls à savoir, quand on écrit des chansons, dans quelle direction on a envie d'aller derrière sur les arrangements. Moi, je pense que sur mon prochain disque, j'aurai 1 ou 2 chansons que je vais garder très épurées, en guitare-voix. Mais pour le reste, j'ai envie de retrouver une certaine couleur américaine, puisque c'est encore l'essentiel de ce que j'écoute, ce sont des musiques folk et des musiques country, donc j'ai envie que ça se ressente moi dans ce que je fais. Mais jusqu'où aller dans l'arrangement folk, c'est une question. Si on fait un truc trop cliché, on risque de perdre une partie des gens qui auraient pu être intéressés par le texte, mais qui disent « Oh là là, c'est trop country, j'aime pas la country, donc j'écoute pas ». Donc il y a tout un tas de réflexions à chaque fois qu'on rentre en studio, qui sont à la fois intéressantes, mais aussi très stressantes, et on ne détient pas la vérité à l'avance. Donc on plonge toujours dans l'inconnu. Et le violon, par exemple, dans Joséphine, c'est pareil, c'est quelqu'un d'autre qui était sur Blackstar ou... Ouais, alors sur Joséphine, c'est intéressant parce que c'est une chanson qui n'avait pas été prévue d'être enregistrée sur le disque. Donc je suis allé enregistrer pour faire très rapide ce disque à Nashville l'an passé. On avait préparé ce qu'on appelle des maquettes en France avant avec l'un de mes musiciens, donc on avait commencé à dessiner l'ambiance musicale que je voulais derrière chaque chanson. Et ensuite on allait bosser avec un réalisateur de disques américain à Nashville qui a embauché des musiciens de studio avec lesquels il travaille souvent, à qui il a fait écouter les maquettes qu'on avait effectuées. Et ensuite, il fallait qu'ils reproduisent un peu ces maquettes, mais avec leur sensibilité à eux. C'est souvent comme ça que ça fonctionne quand on travaille avec les réalisateurs. On n'avait pas maquetté Joséphine. Et un soir que les musiciens, on avait terminé un peu plus tôt, et puis les musiciens étaient encore au studio, je leur ai dit, bon, j'ai 2 chansons où il y a 3 accords, ça devrait être assez facile pour vous. J'ai des idées d'arrangement country derrière. Ces 2 chansons, c'est Joséphine et Vanzant. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse une prise live, juste une, je ne veux pas faire perdre votre temps. Et puis, si c'est bien, je ne sais pas ce que j'en ferai, on verra. Et puis, si c'est pas bien, tant pis, on aura essayé. Et il y avait effectivement ce jour-là un violoniste, le bassiste, un guitariste bluegrass. Et on a fait 2 prises de cette chanson. Et j'ai trouvé ça cool. Donc, je l'ai mis sur le disque. S'il n'y avait pas eu de violoniste et qu'il y a eu un trompettiste, j'aurais peut-être proposé au trompettiste de mettre une trompette. Donc, il y a aussi, de temps en temps, c'est comme ça, quoi. On fait avec ce qu'on trouve autour de nous. Mais c'est aussi ça que je trouve beau dans la musique. C'est qu'il n'y a pas de... Il faut faire face à tout un tas de contraintes. Parfois, ces contraintes, elles sont super.
Des fois, tel micro ne marche plus le jour de l'enregistrement de la voix, et il faut qu'on en emploie un autre, et donc on est obligé de mettre une petite reverb différente, etc. Puis au bout du compte, ça fait un résultat qu'on n'avait pas prévu et qui est bien mieux que ce qui avait été prévu à la base. Donc, Et du coup, je me demandais justement, est-ce que parfois, parce que le texte ne colle pas à la musique, est-ce que tu vas changer le texte? Est-ce que du coup la musique va faire, l'air ou l'arrangement va faire que tu vas changer le texte? Alors, le texte est là et il ne bouge pas. Quand il y a un enregistrement en studio par exemple. Ce qu'il y a, c'est que quand j'arrive en studio, j'arrive déjà avec ma chanson que je pourrais chanter en guitare-voix. C'est-à-dire que la mélodie et l'enchaînement d'accords, je sais déjà où je vais aller. Les arrangements ne vont pas changer le texte. C'est pas parce qu'on aura décidé de mettre un gros orgue à un moment que ça va me faire changer mon texte. Ou alors c'est que... non, je vais dire, faut pas foutre de gros orgues là, si ça va pas. Ouais, quand t'arrives au studio, le texte est le texte. Et, ouais. Jusque-là, en tout cas, ça a été mon expérience. Alors j'écoute avec grande attention tes précieux conseils. Moi, je suis au tout début du parcours. J'ai commencé à écrire des chansons une petite année. Et il y en a déjà, c'est le chant qui m'a amené à ça, puisque je chantais et je voulais compléter en écrivant. Et la question que je me pose, c'est que j'ai certains textes que je ne me vois pas chanter moi-même parce que le sujet, le thème ne correspond pas à l'image que j'ai envie de renvoyer en tant qu'interprète. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais d'éditeurs, de commandes, ce genre de choses, et je voulais savoir comment ça se fait. Est-ce que c'est par rapport à ta production personnelle et donc du coup, tu contactes quelqu'un Alors, effectivement, c'est très pertinent ce que tu poses comme question. C'est Moi, quand j'ai commencé à écrire des chansons en français, je les ai d'abord jouées dans des bars à Paris. Au début, sans prétention. Je ne savais pas que j'allais... où je voulais aller. Et puis en fait, assez vite, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Tiens, tu devrais rencontrer un tel, qui travaille avec un tel, qui travaille dans l'industrie de la musique, etc. » Et en fait, assez vite, j'ai été contacté par des éditeurs musicaux. Et effectivement, ce sont des gens avec lesquels on va signer un contrat un jour et dont le travail va être de faire fructifier tes textes, donc que ça rapporte du pognon en haut, en t'aidant à trouver un producteur de disques derrière qui va te permettre d'enregistrer et puis de passer éventuellement à la radio. Et le rôle de l'éditeur peut être également de placer tes textes auprès de personnes qui ne seraient qu'interprètes. Donc, il y a deux cas de figure. Soit il y a des commandes d'interprètes. Johnny Hallyday qui va faire un nouvel album, on a besoin de 15 chansons. Et donc, toutes les rédactions, tous les éditeurs du monde de France reçoivent le truc et il faut plancher. Parce que ça rapporte du pognon si c'est Johnny qui choisit ton texte. Et donc, il n'y a pas que Johnny, hein, évidemment. Je dis ça, mais soit, une fois que tu es un éditeur, tu dis, bah voilà, j'ai ces chansons-là que je ne me sens pas de chanter moi-même. Est-ce que tu penses que ça pourrait intéresser quelqu'un que tu as dans ton carnet d'adresses? Et souvent, les éditeurs connaissent tout le monde dans le milieu de la musique et ils peuvent te dire assez vite oui, j'ai quelqu'un en tête, ou non, pas du tout, ou oui, mais change cette ligne et ensuite on va faire une maquette avec un tel et puis on va voir ce que ça va donner, et peut-être qu'après, etc. Mais c'est effectivement l'éditeur qui peut t'aider à... Pour rencontrer un éditeur, c'est pas si évident que ça. Enfin, ou alors c'est vraiment par connexion. Alors, moi j'ai peut-être eu beaucoup de chance, mais alors il y a un... Moi j'ai commencé à Paris dans des bars où il y a ces soirées qu'on appelle les soirées open mic, scène ouverte. Et chacun peut venir chanter 2 ou 3 chansons et rencontrer d'autres musiciens. Moi, c'est un peu comme ça aussi que je me suis fait tout mon réseau. Et à force d'aller à cet open mic, qui est dans un bar à Meurkamp qui s'appelle le Pop-In, où il y a 4-5 ans, il y avait pas mal de gens de la scène folk, pop, indé, dite indé, parisienne qui traînaient là-bas. Et au bout de 3-4 fois où j'ai chanté mes chansons, on parle avec des gens, bravo, super, ça. Eh bien, j'ai rencontré un type qui travaillait chez Polydor, à l'époque, donc maison de disques, qui m'a dit, qui était là de façon complètement informelle, il buvait un coup
avec d'autres amis. Il m'a dit donc c'est super tes chansons, si tu as des maquettes, envoie-moi ça. Et ça a été la première. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à recevoir des mails d'autres personnes, c'est-à-dire que lui, il avait dû parler à d'autres personnes du machin. J'ai découvert un mec qu'il faut peut-être surveiller un petit peu. Et ceux qui se positionnent le plus vite, en tout cas derrière, ce sont les éditeurs. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ouais, si, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, on signe des contrats entre 3 et 5 ans, légalement, avec un éditeur, et tout ce qu'on va produire comme texte pendant ces 3 à 5 ans va co-appartenir à l'éditeur. Donc souvent, les mecs, s'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui est capable d'écrire des chansons, ils vont dire « signe-moi là ». Faut faire gaffe parce qu'ensuite, on peut être déçu. Si l'éditeur décide de rien faire derrière, on est coincé. Mais... Là, tu parlais justement de ce que tu avais les open mic, là. Donc, t'as Mike, micro. Non, ouais. Open pas mic. Open. Du coup, les chansons, elles sont nées comme ça, donc sur scène. Est-ce que tu dirais qu'une chanson qui n'a jamais été chantée sur scène, je ne sais pas si ça existe chez toi, en tout cas ça existe chez d'autres artistes qui n'ont choisi que de les enregistrer, est-ce que tu dirais qu'elle est aboutie ou est-ce qu'il manque quelque chose? Non, mais en ce qui me concerne, j'ai besoin de les chanter et beaucoup et devant public pour être sûr qu'elles sont terminées. Pourquoi Pourquoi tu penses qu'il faut être sûr? Alors, oui, parce que c'est pas pareil, enfin, pour moi en tout cas, c'est pas pareil de chanter mes chansons dans ma salle de bain et en disant c'est super, j'ai l'impression qu'elle est terminée. Et puis. Oui, mais il y a l'enregistrement quand même qui fait que bon, il y a des éditeurs, des auditrices. Alors, l'enregistrement dans mon processus à moi vient souvent après. Ouais. Je n'oserais jamais entrer en studio avec une chanson que j'ai jamais essayée devant un public. Encore une fois, parce que souvent les chansons qu'on trouve bonnes, c'est pas forcément celles que le public va trouver bonnes. Et inversement, une chanson qu'on va trouver un peu moyenne, mais qu'on va quand même avoir envie de chanter, parfois c'est celle-là que le public va préférer. Donc c'est très difficile d'avoir du recul sur ses propres chansons. On m'avait prévenu au début, et je m'en suis rendu compte assez rapidement que voilà, certaines chansons d'un seul coup ne nous appartiennent plus, et le public dit donc ça c'est super. Et moi j'avais pas forcément anticipé ça quand j'ai fait l'écriture. Finalement, le public fait partie du processus justement d'écriture, d'aboutissement d'une chanson. Ouais. C'est une différence aussi avec la littérature classique. Puisque la chanson reste, à la base, elle est faite pour être chantée. Et on pourrait décider que ce soit chanté que en studio, et voilà, mais la plupart des musiciens et des chanteurs, des songwriters vous diront que c'est la vraie épreuve, c'est de le chanter devant un public. Et le vrai moment où on sait si une chanson est bonne ou pas, c'est quand on le chante devant les gens, parce qu'on ressent la connexion avec les gens. Si ça applaudit qu'à moitié, on va le sentir tout de suite si une chanson est mal écrite ou qu'elle a été mal chantée ce soir-là ou je ne sais quoi. Et inversement, si on a l'intuition qu'une chanson est bonne et qu'on voit dans les yeux, ça se lit quand on est sur scène, le plaisir éventuel des gens à recevoir une chanson. Donc c'est pour moi importantissime. Ouais. Tu nous as beaucoup parlé de tes maîtres spirituels littéraires, enfin de la chanson justement, Brel et Bob Dylan. Est-ce que tu as des mentors un peu qui sont pas de la chanson, que ce soit en littérature ou dans la vie? J'ai envie de dire oui et non, c'est-à-dire que je m'inspire entre autres des bouquins que je lis, des films que je vais voir dans mon écriture, mais d'abord je ne suis pas un énorme lecteur. J'ai mon rythme de lecture, mais qui est assez lent, pour une raison. J'ai essayé de théoriser ça récemment, parce que c'est une question qui revient souvent, de savoir quelles sont mes influences littéraires, et les poètes par exemple qui pourraient m'inspirer. Moi souvent quand je lis des bouquins qui me plaisent vraiment, j'ai beaucoup de mal à me concentrer, j'ai envie de les refermer et de commencer à écrire. Et les bouquins qui me plaisent pas, j'ai envie de les refermer et de faire autre chose. Donc voilà, et c'est marrant pour citer justement peut-être, parce que j'ai réécouté hier une interview d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Julien Gracq, c'est une des rares interviews qu'il y a sur YouTube de Julien Gracq, c'est sur France Culture je crois. Et à un moment on lui pose la question effectivement de ses influences, il a quelques noms à citer.
Puis on lui demande ce qu'il pense de la littérature actuelle. Puis il dit j'ai pas le temps de lire moi. Et ça m'a beaucoup rassuré d'entendre ça parce que il y a beaucoup d'écrivains. Je pense que ça fait partie du truc théoriquement de s'intéresser, de connaître beaucoup de choses par ailleurs, de lire beaucoup, mais en entendant Greg disant j'y connais rien en littérature actuelle, je me suis dit cool, j'ai le droit de le dire aussi. Oui, donc on sent dans les paroles des choses très vécues, des thèmes universels qui traversent le corps, puisqu'on parle du corps aussi, le corps au sens vécu de l'histoire. Donc, par exemple, ma belle, nous ne faisons que passer, des choses très personnelles, très intimes. Mais j'ai été surpris de voir dans un album précédent une chanson sur la guerre ou les soldats. Et donc là, les tranchées, voilà. Donc, est-ce que tu n'as pas fait la guerre de 14 ? Non. Quel est le lien ? Et du coup, est-ce qu'il y avait peut-être une distance par rapport au sujet ? Ouais. C'est difficile à en faire quelque chose que tu portes voilà, Alors, j'ai eu une idée en 2014 qui est venue un peu comme ça. Donc, on commémorait le centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Donc, effectivement, on causait un